cet esclavage, puisqu'elle était l'un des grands propriétaires d'esclaves. Et à cet égard, également, on trouve chez les historiens, notamment de l'Empire ottoman, en ce qui me concerne, c'est un dénommé M. Weinstein que j'ai lu, on trouve, ils expliquent bien que l'Église orthodoxe roumaine avait gagné par rapport aux colons et colonisateurs turcs une forme d'autonomie qui fait qu'en aucun cas on ne peut accepter l'argument selon lequel elle aurait agi sous la pression d'une autorité extérieure. Elle avait toute l'attitude d'autonomie pour refuser, si elle avait considéré que telle était sa ligne de conduite, d'avoir des esclaves. Cela ne lui a pas été, à l'Église orthodoxe, imposé de l'extérieur. Voilà, ça c'est une idée, disons, qu'il faut retenir. Alors maintenant, dernière chose dont je souhaite vous parler, c'est donc de l'abolition. Que s'est-il passé et comment les choses se sont-elles passées pour autant qu'on le sache à l'heure actuelle? Alors, je tiens, moi personnellement, pour acquis, et merci à Saïmir de l'avoir repris et re-annoncé, que l'abolition de l'esclavage est une condition sine qua non à la constitution d'un État moderne. Et j'en veux pour preuve le fait que être esclave, c'est le contraire d'être un sujet de droit, et qu'un État moderne au XIXe siècle, à la suite de la Révolution française, ne peut pas se constituer sur une base juridique où les citoyens, mot inventé par la Révolution française, ne sont pas des sujets de droit. Par conséquent, tous les États du XIXe siècle qui désirent entrer dans la modernité abolissent les esclavages dans leur pays. À savoir, les États-Unis pour les Noirs américains en 1848. La France abolit l'esclavage des Noirs de l'État français à la Révolution française, puis, exactement comme en Roumanie, ces réactionnaires remettent l'esclavage en vigueur, et puis ensuite, 1848, deuxième abolition de l'esclavage des Noirs de l'État français, exactement en même temps et de la même façon que la Roumanie, en 1948 également, abolit l'esclavage. Ça, c'est la condition de la constitution d'un État moderne au XIXe siècle. Ce n'est pas par la vertu de bons sentiments. Ces bons sentiments, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de l'idéologie de la Révolution française. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je considère que dans l'histoire des Roms, l'abolition de l'esclavage roumain est un acte fondateur, je vous dirais même, pour parler pédant, une sorte de rupture épistémologique, c'est-à-dire, ça veut dire en un mot comme en deux, qu'on considère dans l'histoire moderne que la Révolution française est fondatrice. Pas seulement en France, mais dans l'ensemble de la civilisation des Lumières. Or, quand on examine l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, ce qui ne signifie rien quant à demain, nous n'avons aucune information sur qu'est-ce qui s'est passé pour les Roms en France sous la Révolution française. Il n'y a pas de Révolution française pour les Roms. Alors, où est-elle donc passée, cette Révolution française qui a bouleversé quand même la donne de Mons? Eh bien, elle est passée dans l'abolition de l'esclavage en Roumanie. Et comment? Un peu gonflé quand même. Eh bien, c'est ça l'histoire. Comment? Eh bien, parce que, d'abord, en 1848, les 48 arts roumains sont venus à l'école française. Et n'y voyez pas là aucune sorte de cocorico. Ils sont venus à l'école française et ils étudiaient en France. Et c'est en France qu'ils ont acquis les principes des Lumières. Principes des Lumières qui d'ailleurs ont été repris par un certain nombre de penseurs. Les principes des Lumières datent du XVIIIe siècle et pas du XIXe. Donc vous en saurez plus demain ce matin. Mais je voudrais rappeler un écrivain roumain très 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 éclairé du XVIIIe siècle et qui s'appelle... Bon. Donc, je ne suis pas en train d'avoir un raisonnement colonialiste pour vous laisser entendre que les Roumains ne sont pas capables d'avoir leur propre pensée des Lumières. Bien sûr qu'ils le sont, preuve en est qu'il y a cet auteur et beaucoup d'autres.
Mais la circulation de la pensée de l'émancipation, c'est une circulation internationale. Et donc, ces 48 arts roumains viennent se former à l'école française et sont en communication avec les auteurs français. Michelet écrit par lui-même, par exemple, un petit livre à propos de l'émancipation en Roumanie. Alors, avant 48, il y a tout de même un épisode que vous devez connaître, à savoir celui du phalanstère de Moldavie, parce que tout de même, un auteur cher à mon cœur, à savoir Charles Fourier, qui est un auteur un peu antérieur à 1848, mais qui est alors absolument typique de ces esprits qui ont créé les émancipateurs. Charles Fourier, donc, avait un admirateur des étudiants admirateurs roumains. Il vivait à Paris. Par exemple, Théodore Diamant, qui était licencié du Collège français de Saint-Sava de Bucarest, est venu faire son droit à Paris. Et en faisant son droit à Paris, il découvre Charles Fourier et il s'enthousiasme pour Charles Fourier, non seulement lui, mais un certain nombre de ses compatriotes, et en particulier Ion Djica. Et tous suivent les cours de Fourier à la Société de civilisation durant l'hiver 1833-1834. Donc vous voyez que ce n'est pas du jour au lendemain que l'abolition a lieu. Elle a lieu dans tout un processus de pensée. Toujours est-il que ces gens, notamment Théodore Diamant, retournent dans leur pays, décident avec des amis, comme Marcel vous l'a indiqué, des autres amis, boyards, enfin des propriétaires, d'émanciper sur leur propre terrain les esclaves roms et d'y créer un phalanstère. Un phalanstère, et ça c'est important pour nous, un phalanstère non pas pensé pour, comment vous dire, le développement de l'identité ethnique des Roms et de leur propre culture, mais pensé dans les termes de l'époque, c'est-à-dire l'émancipation au nom de l'égalité de tous les individus. Et ces Roms, le projet de ce phalanstère, ils donc cultivent la terre et ils reçoivent des cours pour développer leur éducation. Des cours donc d'histoire, de géographie, de dessin, de musique, de français, de roumain et de catéchisme. Il y a 200 Roms à ce phalanstère. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2 ans, et les boyards hostiles au projet se réunissent et font pression sur les autorités pour obtenir la dissolution de ce phalanstère. Donc, il est dissous, manu militari, nous dit-on, en décembre 1836. Ce fut l'expérience la plus précise des phalanstères fourriéristes. Et ce fut aussi un précédent très important dans les pratiques abolitionnistes. La première émancipation connue de Rome en Roumanie, c'est celle de 1783. Les choses, on vous a déjà dit des dates, tout au cours des années 30 et 40, on assiste à des émancipations pas du tout spontanées, pas du tout, mais qui sont le fruit de la réflexion des boyards, jusqu'à ce qu'on arrive aux dates successives entre 44 et 48 de l'émancipation progressive des Roms. Alors cette émancipation a lieu avec des lois appliquées à des secteurs très limités. Par exemple, émancipation des particuliers, émancipation des Roms de la couronne, émancipation en Muntenie, émancipation en Valachie, les choses pardon, vous voyez que je me plante, émancipation en Moldavie. Donc les choses ne sont pas toutes n'ont pas lieu toutes en même temps. Voilà, alors je crois que je vais pouvoir m'arrêter là. Je voulais vous dire que nous disposons d'une étude très très complète sur les 48 arts roumains par un étudiant américain qui s'appelle Hitchens, et qui raconte quel est le parcours de tous ces étudiants et politiques entre Paris et Bucarest, qui très réellement, il faut que vous le sachiez, dès que la révolution de 48 est proclamée à Paris, en février 48,
Ils se réunissent, d'abord ils envoient une félicitation au gouvernement révolutionnaire de 48 Parisiens, une délégation, et deuxièmement, ils partent immédiatement à Bucarest de Paris pour en faire autant là-bas sur place. Donc c'est pas un 20 mots, c'est pas seulement qu'ils ont lu 2-3 livres. Les choses se passent très concrètement de Paris à Bucarest. Enfin, rassurez-vous, il y a aussi la Pologne qui est en insurrection, il y a aussi l'Allemagne qui est en insurrection en 48, il y a aussi la Hongrie, donc c'est un phénomène qui est tout à fait européen, et donc c'est tout à fait normal que la Roumanie fasse partie de cette révolution-là, qui a été tout à fait mondiale. Voilà, alors pour le reste des précisions, eh bien, j'espère que ce colloque va nous permettre d'avancer un petit peu, et d'en savoir enfin un peu plus sur la question. Si vous souhaitez que je vous indique le genre de travaux ultérieurs dont nous aurions besoin, moi personnellement, je souhaiterais des monographies. Nous aurions déjà quelques monographies que déjà nous avancerions. On va essayer de récupérer ce bouquin sur les 48 heures, ce bouquin américain. Oui, alors le livre américain, il existe sur les 48 heures. Il faudrait qu'on ait les textes intégraux des codes. Les codes, oui, absolument. Pas seulement les 40 paragraphes sur les Roms, mais la totalité des codes, et puis à partir de quelqu'un avait... Oui, Pétré, vous avez dit. Oui, alors, mon collègue n'est pas du tout d'accord, alors ça serait... Je m'excuse, j'ai fini. En fait, j'ai perdu l'idée. C'était une idée de date, je crois, vous n'étiez pas d'accord sur l'idée. Moi, j'ai vu tous les documents depuis le premier de 1385 jusqu'au 1653, parce que je m'occupais de ça pendant la fac. Et j'ai trouvé rien mot sur la pression d'Ottoman ou sur la... Ah oui. Oui. En fait, Je crois sur parole. en fait la domination ottomane, le premier siècle était plus formel. Ça n'avait rien à faire avec les choses internes. L'esclavage, c'était, à mon avis, c'était plutôt c'était le résultat d'un jeu de trois acteurs, l'Église orthodoxe, le souverain et les boyards. C'était l'enjeu entre ces trois acteurs qui a produit l'esclavage. Ben, vous voyez, vous avez deux interprétations différentes. Mais c'est pas incompatible, c'est-à-dire que c'est pas incompatible. Hein? C'est pas incompatible, mais la pression ottomane, ça, elle existe. Mais ils ne sont pas sous domination directe, ils doivent payer un impôt. Oui. C'est une domination économique. La petite partie qui est restée libre toujours, c'était ça la première chose. En fait, ils ont existé des Roms libres, mais ce n'était pas une filière continue. Parce que toujours ils sont entrés des Roms, des Tziganes qui sont venus du sud du Danube, sont entrés en Monténie et qui sont été libres. Et, après quelques ans, ils pourraient devenir des esclaves, ils pourraient se vendre tout seuls comme esclaves. On a eu des cas. Ouais, On a eu des cas. Et on a eu aussi des cas assez fréquents où effectivement ce sont des Roms appauvris par les dettes, etc., qui se proposent. De Bulgarie. Ben oui, mais on est toujours dans le problème de la force de travail, comment vous dire, la valeur marchande de la personne, le bien. Mais la loi décrétait toujours tous sont esclaves. Tous sont esclaves. Et ils ont été des employés de l'État qui patrouillaient le pays pour trouver des
groupe de tziganes sans maître pour l'écrire dans le registre comme des esclaves du prince, du souverain. Donc, les chances de rester libre de décennies, très faibles. Oui. Très faibles. Au demeurant, il y en avait quelques-uns. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, il y avait vraiment beaucoup de statuts à l'intérieur de la Roumanie tout à fait différents. Et pas un seul Ce sont statut. des statuts différenciés en fonction de leur maître, parce que les esclaves du prince ont un statut différent que les esclaves de l'Église en Oui, particulier. c'est ça. Oui, oui. Ils sont imposés à des différents. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, Là-dessus, il y a pas de tous contradiction. sont esclaves. Ça, c'est... Sauf la petite fraction Sauf qui la est restée libre et qui n'a jamais été esclavagisée. On ne sait pas comment ils se sont débrouillés, mais à tous les moments de l'histoire, il y a toujours des virtuoses rebelles. Est-ce que c'était des musulmans? Non, mais pourquoi musulmans? Non, mais il y avait des musulmans Parce au qu'ils pouvaient- sud du Danube. Il y avait des Roms musulmans du Danube. Bien sûr. Ouais. Et quand ils entraient sur les territoires de Monténie et Moldavie, ils étaient libres. Eh ben voilà. L'esclavage. C'est ce que- Et puis il y avait les Nétotes aussi qui étaient en dehors, qui vivaient dans la marge. En fait, les Nétos sont venus le 1790, selon un rapport de l'époque. Oui, mais ils ont commencé à faire parler d'eux en 1833. C'est là qu'il y a eu les véritables. Alors, ce que je voulais dire, c'est sur les codes dont vous avez parlé, c'est très curieux. D'habitude, on parle des codes du XVIIe, pas ceux du XIXe. Justement, ils sont d'autant plus véhéments, enfin, d'autant plus durs, qu'on est à la veille de l'émancipation, et que la question de l'émancipation, elle est déjà très discutée, parce qu'elle se discute depuis la fin du Mais les premiers, XVIIIe siècle. les premiers sont au XVIe, puis après ça. Ah oui, oui. La pression, ça fait, c'est pour la renforcer. Il y a ces codes de Calimac. Non, mais avant le code de Calimac, c'est Carte românească de învățătură, Avant, bien avant. Bien sûr. îndreptarea legii 1652. C'est ça, c'est les premiers. Ben, après, ça se baisse, et avec le Calimac, ça remonte. Ça se durcit. Voilà. Oui, ce qu'on peut se procurer actuellement, même en langue roumaine, Justement, les c'est textes justement- intégraux. Il faut qu'on les obtienne. Peut-être que l'ambassade, justement, peut nous livrer des. Il faut le demander, moi j'ai le photocopié tout. Vous les avez? Ben, heureusement. La plupart, oui. Ah, bien. Je crois même qu'il y en a à Paris. Hein. À Paris 1? Non, Paris. Je crois même qu'il y a des copies à Paris, dans les bibliothèques parisiennes. Alors là, je ne peux pas vous donner l'information précise, mais il me semble me souvenir qu'il y en a. Pour le 19e, il y a une traduction en français, roumain et français. Alors, les bibliothèques Pasopsiti. Et alors, donc un quel champion? Ok. C'est bon là. C'est bon, oui. Je crois que tout le monde est content. Je veux manger du jambon. Oui, alors là aussi, là évidemment, je serais contente d'avoir une monographie de ces phalanstères, bien sûr, qui n'a jamais été faite, mais il y a des choses écrites, oui. Oui, il y a des choses écrites, oui. Et puis il y a ce film, qui a été recensé par la bibliothèque François Mitterrand, au moment de sa grande exposition sur l'utopie. Il y a un film sur le phalanstère des Roms de... Ouais. C'est indispensable de le retrouver. Ouais, on va le retrouver. Quand on a une carte, on Il le passait dans le cadre de l'exposition sur l'utopie à Mitterrand. Donc je vous signale, c'est très important ce phalanstère. Ne le ratez pas. Nous n'avons que des éléments réactionnaires sur l'histoire des Roms. C'est absolument catastrophique. Donc pour une fois qu'on a un élément qui ne l'est pas, ne le ratez pas. Excuse-moi. Chia. Bon, alors, bonjour, ou plutôt bonsoir maintenant. Je vais présenter quelque chose assez court en fait, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, je pense.
commence. Et il s'agit en fait, comme c'est indiqué, autre forme d'esclavage des Roms. En fait, il s'agit de la déportation forcée des Roms au Nouveau Monde. Et donc, en fait, c'est en anglais, donc pour changer un peu les langues. Et donc, une petite introduction. Et donc, en fait, je parle des Roms de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire l'Angleterre, l'Espagne et l'Écosse, par exemple. Donc, as an introduction, so early records of the Romani population in Western Europe often refer to Egyptians, in the mistaken belief that the Romani minority came from Egypt, hence the term gypsy or gypsies in English, gitano in Spanish, giftos in Greek. So the traditional name for the Romani population in Britain, but also Greece, is Romanishal, which is still used to the present day. Romanishal is a compound word formed from the name Romani and meaning the Romani clan. The original descendants who had crossed northern France under British rule at that time into England in the 1500s, while the Romani population in the German-speaking countries of Europe called themselves Sintis, in France the Manouche, and in Spain the Cali, just for an introduction. So, we go to historical documentation. Records the Spanish Cali in Scotland in 1505, invited by the Scottish court. In England in 1514, the term Egyptians is used to denote the Romani minority, although one can assume that Romani groups were there already shortly before that time, but remained undocumented. Though at first for a short time welcome in England and Scotland as craftsmen, entertainers, agricultural labourers, fortune tellers, just as in continental Europe before, powerful hostility soon emerged from dominant society and the institutions. A record from 1528 notes 10,000 Egyptians in England. Yet only 2 years later, England passed the first Anti-Gypsy Act, banning any gypsy from entering England, under threat of complete confiscation of property and in order to leave within 2 weeks. In 1609, the Scottish Parliament passed an act expelling all Egyptians, and any remaining were to be caught and either forced into servitude for life or hanged. Historical references reveal that the Romanis in Scotland, within this period of time, were either being executed or, to quote, on the mere ground of being Egyptians, were reduced to slavery as coal bearers and working in the salt mines, and that up to 18th century Scotland, some of their descendants still were in a state of slavery or bondage with the salt works. End of quote. So, as early as 1547, Edward VII of England decreed that any commercially nomadic gypsies caught were to have a V branded on their chest and be made slaves for 2 years. Anyone escaping was to be branded with an S and enslaved for life. And so while the Romani communities experienced deep-rooted Christian prejudice on the European continent, England and Scotland were no exceptions to its continental neighbours, and in fact the anti-gypsy laws were just as harsh. In 1562, under Queen Elizabeth, to quote, all Egyptians in the country were to leave within 16 days, and further immigration was prohibited, end of quote. Any Egyptian that stayed, despite the Expulsion Act, was to be executed. Having no alternative but to remain in England, many Romanis were caught and executed if they could not retreat to the countryside and find clandestine work, usually for the nobility or landowners. As information, the northern city of York in England carried out a mass execution of gypsies on the basis of being born gypsy in 1596, when 106 men, women and children were executed. Although the executions of gypsies were no longer carried out after 1650s, forced deportation of the gypsies to the colonies in the New World increased. The English started expulsing the Romani minority as the European continent had already been carrying out. Ferdinand and Isabella of Spain issued the exterminating edict in 1492 against Moors, Jews and Gitanos. So, as already documented in Hewan Hancock's book, The Pariah Syndrome, and that's documented a lot there,
on the forced deportation to the New World. Gitanos were on the third of Columbus's voyage to the New World in 1498, were deported by the same means during the Spanish Inquisition that followed. One document from Spain dated 1538 reveals that Gitanos were held as property for perpetuity and also as slaves if caught from escaping from prison. Spain was the first to use forced transport of Romani slaves to its colonies in the Americas in the 16th century. In the 17th and 18th centuries, Chinganos, as the Romani minority was called in Portugal, were forced transported to the Portuguese colonies in South America, Africa and India. Some deportations of Portuguese Romanis from Africa were redirected to a large colony in northern Brazil, and by 1718 the Brazilian city of Bahia was the main offloading port for Romanis from Portugal, Chinganos, who were not allowed to speak or teach Romani to their children. So though England did not deport as many gypsies over the prolonged period of time as did, for example, Portugal, forced transportation lists of passengers to the New World exist. They had to work on the plantations, mostly in Virginia, Jamaica and Barbados, and these lists include the names of those next to which the term gypsy is marked. Gypsies were thus forced deported to the Americas on account of being gypsy, and with a hatred of the dominant society in the deporting countries, as well as in the New World directed towards them. Mass expulsion of the gypsies of England in the latter half of the 17th century is recorded in a shipment to Jamaica and Barbados, that's in 1665. In 1714, British merchants and plantation owners officially demanded that the government use British gypsies as slaves in the Caribbean. 1 year later, a group of Scottish gypsies was recorded on a forced transport to the Virginia plantations in the New World. So numerous records exist, scattered, of the forced transportations of the Romani population to the New World, Scottish gypsies to Jamaica, Barbados and Virginia, Portuguese Chinganos to Angola and Brazil, Basque Gitanos to the northern coast of Africa, and English gypsies to the plantations of Virginia, Jamaica and the Caribbean. There's, for example, just to give you one ship record, we have, for example, one record. We see, for example, we see a ship noted a ship at a port in Glasgow in Scotland was docked basically to deport beggars and gypsies because they didn't have enough volunteers for the plantations. Since they didn't have enough volunteers, what they did was they ordered the Scottish magistrates just to go out in the streets, round up the gypsies, the beggars, put them on a ship and transport them over. And basically this was the method that was being used a lot of the times. The Caribbean islands. Always in the Caribbean. Yeah, the Barbados, the islands. Juste une précision pour le Brésil, enfin, que je connais particulièrement bien. Donc, il faut savoir que quand ils sont arrivés au Portugal, le Portugal n'avait qu'1 seul million d'habitants, qu'il venait à peine de découvrir le Brésil, l'Angola, et la route vers l'Inde, et que la déportation des ciganos, tout de suite appelés ciganos ou gregos, a débuté surtout pour peupler ces colonies, où il n'y avait pas assez. Alors le Portugal a eu 2 politiques. Une, c'est de reconnaître ces bâtards de façon tout à fait officielle. On dit toujours au Brésil, il y a du métissage, etc. Mais ça, c'était une volonté du roi du Portugal, de très haut, pour faire des métis, donc des Portugais. Et ils sont très bienvenus, en tous les cas, en Angola, on en demande, et on en redemande parce qu'ils supportent bien le climat. Et au Brésil, ils deviendront, vous le savez, massivement marchands d'esclaves. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au Brésil, les calones, et encore il n'y a pas très longtemps, vous aviez des grandes familles de calones au Brésil qui avaient des noirs qui parlaient calot, donc des anciens esclaves. Et par la suite, beaucoup sont devenus huissiers de justice jusque dans les années 1970, etc. Donc enfin, c'est un peu particulier ce qui s'est passé au Brésil, puisqu'ils n'étaient pas dans le bas de l'échelle, et que le Portugal avait eu toute une politique très particulière. Et le peu qui ont été déportés en Inde, enfin moi j'ai au moins un témoignage, un procès d'inquisition à Goa, en Inde, sur les ciganes. Voilà. Mais sinon il y a assez peu de documents sur leur arrivée en Inde, mais on sait qu'il y en a qui ont été déportés en Inde. Voilà. C'était les Joseph.
Bon, mais non, c'est la dernière. Parce que maintenant, je vais rendre la salle. On va rendre la salle, on l'a promis. Present situation. Slavery is a dehumanizing condition that deprives people of their identity, culture, dignity, and means of living. While the enslavement of Roms in Munteni, or Țara Românească, and Moldova is a multifaceted process. For the purpose of my presentation, I only describe the enslavement from an economic point of view. The first Romani groups emigrated from northern India in the beginning of the 11th century. Both linguistic evidence as well as historical accounts placed the arrival of the first Romani families in the Romanian principalities in the middle of the 14th century. And as we have heard the different opinions and debates regarding the different documentation of their enslavement, before their arrival in Europe, these Romani families and groups passed to Persia and the Byzantine, adopting linguistic and cultural features as well as professional skills. Upon their arrival in Europe, these Romani immigrants sought socioeconomic integration. In exchange for the use of land and resources from the feudal landlords or boyars, the Roms were swallowed into the feudal system that would enslave them for the next 500 years. The high economic value assigned to Roms and their possible association with Muslim Tatars generated the conditions of their exploitation and social exclusion. According to some authors, the economic crisis experienced by the feudal landlords related to the expansion of the Ottoman Empire and the decrease in commerce with the Middle East generated the conditions for slavery. Furthermore, the response of the feudal lords to the Ottoman debts resulted in the enslavement of Roms. While it is true that there were economic incentives for enslaving the Roms, perhaps the enslavement process should be perceived at a more microeconomic scale as well, resulting from more local processes. The outsider and non-territorial status of Roms perpetuated their enslavement up to the middle of the 19th century. Romani slaves were subjugated to inhumane conditions and characterized as inferior, and Romanian nationalist beliefs that dark skin denotes inferiority and thus determined socioeconomic and even spiritual status is epitomized in its folklore and historical narratives, and even today reflected in its socioeconomic policies. Despite the fact that the juridical status of Roms changed in the middle of the 19th century, their socioeconomic status has yet to improve. In 1837, Mihail Cogălnicianu, the first minister of Moldova, compared the enslavement of Roms in his country to the Negroes in America, saying, "The Europeans are organizing philanthropical societies for the abolition of slavery in America, yet in the bosom of their own continent of Europe, there are 400,000 gypsies who are slaves and 200,000 more equally victim to barbarousness." Another reference to the slavery of blacks in the United States was made by a government official, explaining the gypsy situation by referring to America. You know, they say, the Tigani are like your Negroes, foreign, lazy, shiftless, unworthy, and black. In light of these associations, I present some parallelisms between the enslavement of Roms and the enslavement of blacks. And my analysis on the history of blacks in the United States is primarily based on Alex de Tocqueville's famous political and cultural analysis of American democracy. And I'm going to do this quickly, because I'm sure everyone's hungry and wants to go home. But I appreciate your time, and I'm going to try to speak a little slower so you understand. The first noteworthy difference between the enslavement process of these two distinct ethnic groups is the origin and the conditions that generated the slavery. And whereas the Roms were enslaved under a feudal hierarchical system in their search for socioeconomic integration, the blacks enslaved in the United States were sold by their African owners. The Roms entered Europe as a free people, whereas the Africans were traded as commercial goods. A little slow? No. Okay, it is important. Oh, yes. Oh, please. Okay, a little slower. It is important to note, however, not to reduce slavery only to a European American phenomenon,
but rather view it through the lens of economic interest and power. According to Thomas Hume, between 1450 and the end of the 19th century, slaves were obtained from along the west coast of Africa with the full cooperation of African kings and merchants. So in return for beads, cowrie shells used as money, textiles, brandy, horses, and perhaps most importantly guns, the African kings sold their people. Scholars estimate that about 12 million Africans were sold to Europeans and 17 million were sold to Arabs, most of them before 1776. In Tocqueville's analysis of the enslavement of Negroes in America, he states, "The Negro of the United States has lost even the remembrance of the country. The language which his forefathers spoke is never heard around him. He abjured their religion and forgot their customs when he ceased to belong to Africa, without acquiring any claim to European privileges. But he remains halfway between the two communities, isolated between two races, sold by one, repulsed by the other, finding not a spot in the universe to call by the name of country except the faint image of a home which the shelter of his master's roof affords." In contrast to the blacks whose culture, language, and notion of origin have been lost during slavery, the nomadic Roms have impressively preserved their traditions and resisted processes of assimilation. However, the sedentary Roms, like the blacks, have undergone different degrees of integration. According to Tocqueville, the African has made fruitless attempts to insinuate himself among the community that repulses him. The black slave, often purchased in the womb, has been told from infancy that his race is naturally inferior to the whites, thus creating shame for his own kind and a weird type of admiration for his oppressor. Since both Roms and blacks have lost their ties with their homelands, I at least find, because I'm at the University of Chicago, an elitist school, and there's often this Western tendency to just homogenize the heterogeneous nature of both blacks or Roms or anything that's foreign. So oftentimes I think blacks as well as Roms are tossed into the same pile of identity, culture, language without any regard to the diversity of the respective ethnic groups. And perhaps reducing both the Romani identity and African identity to one identity, and not encompassing for the dialectal and cultural differences, as well as the adaptation of certain cultural elements and dialectical elements from the different countries is, I think, a big mistake on behalf of the Western scholars in the United States. And the second parallel, which I haven't developed much, but I found interesting, is between the role of the church in Romania and the role of the church in the United States. And the Orthodox monasteries obviously did not pave the way for the abolishment of the slaves, as we know. And of course, similar to the Orthodox Church, the Protestant Church did support the enslavement of blacks in the United States, but at the same time, I think it served as a political and moral sanctuary. For example, a 1662 Virginia law assumed Africans would remain servants for life, and a 1667 act declared that baptism, because most of the blacks were Christianized and belonged to participated in Christian services, it noted that baptism should not alter the condition of the person as to his bondage or freedom. Yet at the same time, the Protestant Church also served to empower the Roms. John Wesley and Reverend John Dixon Long are a few of the Christian leaders and politicians who advocated the freedom of slaves on moral and human rights grounds. And in a congressional document of 1857, Reverend John Dixon Long declares on behalf of the Methodist Church that slavery is contrary to the golden law of God and the alienable rights of mankind, as well as every principle of the revolution, to hold in deepest debasement, in a more abject slavery than is perhaps to be found in any part of the world except America, so many souls that are capable of the image of God.
This document, I think, is really interesting because it shows how the Protestant Church assumed its role as a responsible agent for abolishing slavery. As many of you know, the North was considered the land of freedom, or the land of Canaan. And they made references to the Ohio River as the Jordan. And there was a system called the Underground Railroad, which was supported by the church, and basically certain both whites and freed blacks who had escaped and come back would form a type of railroad of houses that would help the slaves escape from the south to the north. And one of the beautiful aspects that came out of this process of escaping are the Negro spirituals. And the Negro spirituals were songs composed and sung by black slaves to worship, to express the hard conditions of slavery, but also as a political means of giving each other messages of how to escape from the south to the north. I'm concluding. So while this enslavement of Romes and blacks have been abolished for over a century in both countries, the centuries of dehumanization has severely scarred the relationship between Romes and Romanians, and between minority blacks and the rest of the population in the United States. And I wish to end with a Negro spiritual in honor of all the possible Romani songs that were also sung during slavery that we don't have any documentation of. And this song is composed before their emancipation, and it's representative of the political and moral role the church played. And it's called Swing Low, Sweet Chariot, and it's a direct reference to the railroad system used for them to escape. So I'm not going to sing it, even though I do sing in a gospel choir. Yes. So, sweet low, sweet chariot, for carry me home. Sweet chariot, carry me home. Yes. Oh, that's it. Thank you very much. Yes. I just think it's important to also to add that there were some African American pastors, especially in Antebellum South, that were preaching being a good slave and moralizing being a slave. So I think that's an important note. While the church was important, yes, and the Underground Railroad, it's also important to know that there are some pastors that are moralizing being a good slave, and you should. Jesus, preached being a good servant, and you should listen to your masters. So there's also this discourse going on, which should be noted. No, I think that's a very important note, and it's one that there's many biblical references that don't speak against slavery, and there are also numerous examples, written examples, like on tombstones, where the slave owner would compose a certain whatever it was to his slave for being a good slave. I mean, in the biblical term, and what the church preached was a type of familial family relationship between the servant and the owner. Now, I'm not saying that that was the general case, but I think that it is a very good note to note that some understood it as part of family. Yes. Many slave populations were evangelized to control them and to keep them in this sort of moral. Like some kind of moral control, like, yes, I'm going to be a good slave, and stuff. And this prevented this sort of ideology was spreading around the plantations. I think I'm not sure about the role. I think you're right. I think it's also important to note that while they were you're right. Maybe they were forcefully evangelized, for example. But at the same time, I think it was within the church that they became conscious of their human and civil rights. So it was like a double-edged sword, right? I mean, perhaps that they were forcefully evangelized, and perhaps many didn't understand the nature of the doctrine. But I think it's really interesting to understand that it was still within the nature of this church that they became conscious of these rights and used it for their own
freedom. I'm not sure. A lot of the churches that were organized, the black churches on the plantations, were actually just meeting. They were just pretexts for meetings of a totally different sorts of trying to escape. They were getting together to practice their animist religions anyway in churches. Well, I think that's a. While that's true, I think it's a generalized statement made, and it's. A good example, a modern example, if anyone who's seen Darwin's Nightmare, Le Cauchemar de Darwin. Si vous avez vu Le Cauchemar de Darwin, c'est un excellent exemple de l'évangélisme maintenant qui est maintenant en Tanzanie, qui moralise les gens d'aller travailler, d'aller pêcher, comme faire la pêche, comme le Christ a fait la pêche. Et voilà, cet évangélisme, je crois que c'est une force destructive. Mais Les Roms, elles se répandent très très. Pilgrim's Progress, which has been translated into dozens of African languages. Pilgrim's Progress by Bunyan, John Bunyan. Yeah, I mean, I definitely agree that the power of the church could be abusive and politicized, but I also think that it's important to note that that's not. I mean, you can't. Yeah. Power of evangelist church. I mean, it increases day to day. It's terrible. Je voulais juste, tu as parlé des États-Unis, bon, les esclaves au Brésil. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas oublié leur origine africaine, que beaucoup parlaient encore le Yoruba, et encore aujourd'hui au Brésil, on parle dans le vaudou le Yoruba. Mais ça pas que ça veut dire. Il y a des phrases, mais ça pas que ça veut dire. Mais quand même, ils savent. Et ils sont retournés pour certains. Donc au Bénin, non, mais il y a très longtemps. Il faut savoir qu'il y avait donc ils étaient beaucoup musulmans en réalité, et ils étaient plus lettrés que leurs maîtres. Donc souvent, certains étaient plus lettrés que leurs maîtres. Oui, certains, en général. Mais il y a eu une prise de conscience parce que certains, de par leur connaissance. oh, thank you, sir. Thank you very much. Yes, I'm going to make the corrections and then send you a copy. And I have one little bit. Thank you very much. I'm trying to make my time. I always stay for the conference. I hope you Migration. Yes. Bye-bye. What about La séance d'avant, c'était la semaine dernière. Pas de mouche. C'était la semaine dernière. Merci d'avoir bravé la pluie et le froid. Nous allons commencer par un exposé de professeur Courtiade sur un personnage extrêmement intéressant qui connut un destin tragique mais extrêmement emblématique, un Rome, esclave et prince. Alors, Stéphane, vas-y. Oui, Jeanne connaît bien ce personnage puisqu'elle a préparé pour la télévision la locale un dialogue qu'il met en scène et qui résume un petit peu sa vie. Et cette façon de présenter me donne directement l'occasion de dire la structure un petit peu de mon exposé. Il y a deux couches, si vous voulez. La première couche, je l'ai faite il y a 2 ou 3 ans pour le Conseil de l'Europe dans le cadre d'une publication sur les grands Roms de l'histoire. Évidemment, tout le monde connaît Django Reinhardt, tout le monde connaît Cameron, Yul Brynner, etc. Mais c'est intéressant d'aller chercher d'autres personnes dans d'autres activités que le show business, parce que chacun sait que les minorités arrivent
sont marginalisées dans la société, mais elles arrivent à percer dans le show business, parce que le show business est lui-même marginal par rapport au reste de la société. Et donc je m'étais appuyé sur un certain nombre de documents roumains à ce moment-là. Donc j'ai fait un résumé de 2 pages, une biographie de 2 pages de Răzvan Vodă, le chef Răzvan. Et puis récemment, quand il a apparu cette idée de faire le colloque, j'ai voulu revenir dessus. Petre Petcuț m'a fourni des éléments complémentaires et j'ai été assez satisfait de voir que l'analyse rejoignait la mienne sur l'ensemble des principes. Mais ça m'a permis aussi d'affiner un certain nombre de dates, parce que dans ma première série de documents, il y avait pas mal de contradictions. Alors, les dates sont dues à cette deuxième couche, si vous voulez. En gros, l'histoire de Stefan Răzvan, c'est l'histoire d'un Rome né esclave en Muntenie. Je parlerai de son histoire proprement dite. Je donne le cadre là, qui se retrouve un jour, non pas par hasard, mais parce qu'il l'a voulu, mais dans un ensemble d'équilibres politiques et de tensions politiques très précises, à la tête du royaume, de la principauté de Moldavie, qui est déchu dans les mois qui suivent en raison des tensions politiques sur lesquelles on reviendra, et qui finit sa vie empalé le 24 décembre 1595. Alors, le lien avec l'esclavage, proprement dit, est multiple. Le premier lien, c'est que Stefan Răzvan était né esclave. Le deuxième lien, c'est que les auteurs du XIXe siècle prétendent qu'il a voulu abolir l'esclavage, ce qui semble un anachronisme, tout à fait, mais beaucoup plus un écrit correspondant à la mentalité anti-esclavagiste du XIXe siècle, attribué avec 250 ans de retard à un grand homme de l'histoire de la Roumanie. Et le troisième point, c'est que Stefan Răzvan est très peu connu, en fait, en Roumanie, en tant que personnage proprement dit. Bon, il est connu davantage à travers une pièce de théâtre qui a été faite par Havdeu à la fin du XIXe siècle, qui est remarquable, que j'ai ici. Par exemple, le dictionnaire assez important, le dictionnaire encyclopédique de Cartier, par à Chișinău en 1999, ne donne que la biographie suivante. Stefan Răzvan, souverain de Moldavie, avril-août 1595, il a obtenu le trône avec l'aide du prince de Transylvanie, Sigismond Báthory, détrôné et tué par Ieremia Movila, point final. Qui est vraiment succinct et sibyllin comme histoire. Pourtant, on s'aperçoit, quand on regarde un peu mieux sa vie, qu'il est d'une bien plus grande importance historique. Il apparaît dans la correspondance entre Jan Zamoyski, qui était l'un des personnages les plus importants de son temps, et puis au niveau du caractère peut être comparé avec bien plus tard M. de Talleyrand, pour sa façon de mener la politique. On le voit apparaître dans la correspondance du pape et dans la correspondance du sultan d'Istanbul, Mehmed III. Et son ascension et sa chute ont aussi une signification symbolique, je dirais presque, par rapport à l'histoire des terres romaines. Alors, d'abord, l'identité rome de Stefan Răzvan, au moins par un de ses parents, on a pu rassembler au moins 5 mentions indiscutables. Une de Mihai Viteazu, Michel Le Preux, qui écrit qu'il a du mal à avoir confiance en ce tzigane voïvode de Moldavie. Marcin Broniowski, de la cour polonaise, dit que le voïvode Răzvan est du peuple des Philistins ou tziganes. Ça fait partie de ces amalgames de l'époque. L'émissaire polonais près la sublime porte, Golski, dit qu'il s'agit d'un brigand tzigane qui a mis main basse sur la Moldavie.
Quant au chroniqueur polonais Marcin Bielski, l'auteur de Chronika Polska, il écrit « Le prince de Pologne ni personne d'autre ne peut condamner le fait que les Polonais souhaitent avoir pour voisins, comme ils l'ont eu depuis si longtemps, des Moldaves et non des païens ou des tziganes. Car on me dit que ce Rozvan est tzigane. » Enfin, Reinhold Heidenstein écrit qu'il est né de mère vlaque, c'est-à-dire étrangère, et de père de ce qu'on appelle vulgairement, de ce qu'on appelait vulgairement tzigane, de matre valaka et patre kos tziganos vulgo vocabat. Ses origines sont, son lieu de naissance est obscur, obscuro loco narratus, et l'idée la plus répandue pendant longtemps s'est appuyée sur une lettre en polonais de mai 1995 qui le présente, envoyé de Lvov à la couronne de Lviv, comme on dit maintenant, à la couronne de Pologne, qui le présente comme Stéphane, fils de Petru, et là le manuscrit est déchiré, empereur chrétien de Piatra. Un Nicolas Yorga, un grand érudit romain, a identifié le père comme Pierre le Boiteux, Petrushkiopoulos, et donc il pensait à une mère tzigane. Or, il semble plutôt que ce soit l'inverse, et que ce soit le texte latin de Heidenstein qui ait raison avec la mère roumaine et le père tzigane, plutôt que Pierre le Boiteux, venant en Monténie, ayant un enfant avec une Renée de langue. Pourquoi est-ce qu'on pense à ça? Parce qu'à la fin de sa vie, bon, on y arrivera, je fais une petite avance, la Porte exige son extradition pour qu'il soit condamné à recevoir le châtiment mérité pour s'être fait chrétien de turc qu'il avait été auparavant. C'est-à-dire, c'est évidemment la mort pour les renégats. Ce qui signifie qu'il avait été initialement de confession musulmane. Sous le nom de Rozvan, il était né Rozvan, il avait été appelé Rozvan. Rozvan, c'est ce mot turc d'origine arabe qui veut dire accepté, bien reçu. Et il s'était converti à la foi orthodoxe en se faisant baptiser déjà à l'état adulte, on le verra assez tard, sous le nom de Stéphane. Donc il était renégat définitif, il méritait la peine capitale, ce qui lui donnait toute liberté, à avantage d'être poursuivi pour être tué. Il lui donnait la liberté d'avoir une attitude anti-ottomane irréductible et donc de se lancer entièrement à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans les combats contre les Turcs. On sait qu'il savait le turc parce qu'il avait servi de truchement à Michel le Preux auprès du sultan, et là se passe un épisode délinquant, si on peut dire. Il devait payer 6000 zlots d'or au sultan. Vous savez que les deux principautés payaient des tributs de plus en plus écrasants à la Sublime Porte, et là il les détourne en chemin, donc on n'a pas attendu l'Union européenne pour avoir des détournements d'argent. Mais c'est ça qui explique le texte de Michel le Preux qui dit qu'il a du mal à avoir confiance en ce tzigane voïvode de Moldavie. Excusez-moi, on va changer de cassette. Ah oui, j'y tiens. Oui, monsieur.